Alors, la mutation des acteurs, cette fois, on essaie de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans les autres professions du droit. Et personnellement, j'ai la conviction que dans cette crise, on va avoir un certain nombre de synergies qui vont se mettre en place. Alors, j'ai eu la chance la semaine dernière, jeudi dernier, d'animer un webinar avec OpenLaw autour et qui invitait les différents représentants d'ordre professionnel, mais également de syndicats représentatifs des professions du droit et du chiffre, à nous parler un petit peu à la fois des dispositifs qu'ils avaient pu mettre en place en tant que syndicats, mais également à nous partager finalement la manière dont chaque profession est impactée ou fait face à la crise. Et on se rend compte qu'il y a énormément de disparités entre ces professions, entre un conseiller par exemple en propriété industrielle pour lequel l'organisation à distance et le dématérialisé était déjà une habitude, donc très, très peu impacté. Et puis je prends un autre cas extrême, les huissiers de justice qui sont sur le terrain et pour lesquels l'activité est passée de 100% à quasiment 5% ou parfois moins en l'espace de quelques jours. Alors, dans ce contexte assez particulier dans lequel les professions vont être impactées de façon très différente, moi je suis convaincu qu'il va y avoir des synergies. Si on prend avant le Covid, et on se rend compte finalement que ces rapprochements mettent énormément de temps à se mettre en place avant Covid parce que les structures ont déjà un poids important, elles sont organisées, elles ont leurs habitudes, elles ont globalement des activités qui sont rentables et qui ne les incitent pas particulièrement à aller de l'avant et à s'entendre avec d'autres. Et puis surtout, d'une façon générale, les experts, qu'ils soient du chiffre ou du droit, ont intérêt à multiplier leurs prestations, en tout cas à ne pas forcément chercher à les mutualiser et surtout à défendre leur périmètre. Et bien finalement, la crise Covid crée de nouvelles tendances, ou en tout cas, moi je suis convaincu qu'elle va créer de nouvelles tendances. C'est un petit peu prospectif et je ne vois pas forcément dans une boule de cristal, mais c'est le sentiment que j'en ai. Et bien tout simplement, déjà par rapport au poids de l'existant, on va avoir des structures, même parfois des structures moyennes ou grosses, qui vont s'effondrer, qui vont devoir se restructurer de façon énorme. Donc le poids de l'existant va forcément diminuer, il va y avoir une énorme remise en cause. Cette remise en cause, elle est propice à la mise en place de nouveaux process. Et ces nouveaux process, justement, vont permettre éventuellement de créer des synergies qui autrefois étaient des freins, mais qui vont ici peut-être devenir un intérêt. Ensuite, on a des professions entières qui sont à l'arrêt. On est passé d'activités qui étaient rentables à des activités à l'arrêt. Et donc, quand on est une profession à l'arrêt, on va chercher à créer des synergies avec des professions qui, pour le coup, elles, fonctionnent, tournent ou en tout cas sont capables d'avoir une traction vis-à-vis de leurs clients. Ensuite, côté client, on va chercher à mutualiser au maximum les coûts, on vous le disait un petit peu plus tôt. Et cette mutualisation des coûts et cette attente des clients, eh bien, une des réponses possibles, c'est justement de mutualiser la réalisation d'une prestation entre professionnels. Et puis enfin, qui dit incertitude juridique dit nouvelles offres à créer, nouveaux problèmes, nouvelles offres à créer. Et quand on crée une nouvelle offre de zéro, c'est beaucoup plus facile de créer des synergies avec d'autres professions. Alors, je ne dis pas forcément qu'on va avoir un essor des structures interprofessionnelles, attention. Mais en tout cas, je dis qu'on va avoir une multiplication des synergies à créer entre les professionnels pour délivrer une expérience client plus globale. Et si je prends différents sujets, différents thèmes, en matière de reprise d'activité, eh bien, par exemple, les avocats en droit social vont avoir intérêt à travailler avec des huissiers pour proposer une solution beaucoup plus sûre pour constater les aménagements qui seront pris. Et ça fait écho avec une des slides du début. En matière d'entreprise en difficulté ou encore de restructuration ou de fiscalité, puisque tout ça va être lié, eh bien, l'avocat va avoir intérêt à travailler de pair avec un expert comptable. Parfois, ce sera bien sûr l'expert comptable de la société. Et il y a aussi des cas où on aura besoin d'une seconde opinion ou besoin de faire intervenir un professionnel du chiffre. Ensuite, qui dit crise, et on l'a vu avec le Covid, explosion des arnaques, des fake news, des fraudes. Et finalement, les huissiers peuvent être en tant que tiers de confiance, venir constater ces fraudes avec des avocats qui peuvent ensuite engager des poursuites pour les victimes. En matière de succession, encore de droit immobilier, bien sûr, il y aura des liens, des collaborations entre avocats et notaires. Et puis surtout, et aussi, en matière de recouvrement, et là cette fois on a 3 professions qui peuvent être associées, l'avocat, l'expert comptable et l'huissier de justice. Alors, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous donner quelques idées et c'est pour vous montrer qu'on va avoir, à mon avis, moi j'en suis convaincu, une multiplication de synergies et un contexte qui va être plus propice à celle-ci avec cette crise. Donc si je résume ce point qui est relativement court, hein, ce point 5, d'abord, toutes les professions ne sont pas impactées de la même manière par la crise. On avait des barrières autrefois à la création ou au développement de synergies entre sociétés, entre professions pour créer des sociétés interprofessionnelles qui sont en train de disparaître. Et puis enfin, en parallèle, on a des nouveaux besoins clients et on a besoin de créer ces nouvelles expériences pour se distinguer. Et donc, on va avoir intérêt en tant que professionnel à essayer d'envisager des réponses globales à 360.
Voilà, c'est un thème court. Je ne sais pas s'il y a des questions, Guillaume. Nous avons justement des questions qui sont arrivées. Justement, pour parler de synergie, de rapprochement, quel doit être le premier pas? Comment justement lancer un rapprochement quelque part sans avouer une faiblesse, une fragilité? Comment se mettre dans la meilleure position quelque part de négociation pour démarrer sans montrer que, voilà, que ça soit un aveu de difficulté? C'est une très bonne question. Je vais donner une réponse qui est celle qui est une vision, à mon avis, très entrepreneuriale de la question. Commencer par faire des trucs avec des gens. Alors, je le dis comme ça et je reprends une formule de Coup d'État qui est un podcast et des vidéos que je suis régulièrement. Mais faites des trucs avec des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des offres de services nouvelles qui vont répondre à un besoin nouveau. Donc, faites preuve de créativité ensemble, ce qui permet d'écarter toute la phase de négociation qu'on peut avoir dans le cadre d'une société interprofessionnelle. Et en fonction des résultats que vous allez avoir et de l'investissement que chacun, les éléments de négociation vont se mettre en place. Donc, commencez par créer des synergies sans forcément créer une structure autour d'une offre commune, autour de renvoi de clients ou d'une réponse globale pour une clientèle donnée. Et puis, en faisant les choses, vous allez vous rendre compte de qui a le plus de valeur, qui apporte les clients, quels sont les coûts qui sont liés. Et de façon assez naturelle, en partant d'une offre de service, vous allez pouvoir progressivement dessiner une société interprofessionnelle. Ensuite, si véritablement vous vous dites, bon, je suis un fiscaliste, un avocat fiscaliste et je souhaite m'associer avec un expert comptable ou je suis un avocat spécialisé en entreprise en difficulté et je souhaite créer une offre commune avec un expert comptable pour prévenir, par exemple, tous les cas d'entreprise en difficulté qui vont arriver dans les prochains mois et je souhaite directement travailler en société interprofessionnelle. Encore une fois, si vous êtes en position de faiblesse, venez avec votre créativité, venez avec votre vision. À mon avis, ce sont des convictions qui sont personnelles, qui ne répondent peut-être pas à tous les éléments de la problématique, mais c'est comme ça que vous serez le plus fort pour négocier quelque chose avec votre partenaire. Après, évidemment, la question qui va se poser, c'est qui a les clients? Et évidemment, celui qui tient le marché, entre guillemets, qui a la clientèle, qui a la confiance, aura évidemment un rapport de force sur l'autre. Thierry, je ne sais pas si tu veux compléter, j'imagine que tu as de l'expérience aussi sur le sujet. Non, mais je trouve que tu as parfaitement proposé une stratégie viable pour ces rapprochements. Le rapprochement ne doit pas être artificiel. Il faut avoir été capable effectivement d'identifier les besoins. Tu as parlé tout à l'heure de vente de solutions. Et c'est une fois qu'on a déterminé ces solutions qui sont à bâtir en commun, qu'on va pouvoir ensuite effectivement passer à la pratique de l'interprofessionnalité parce qu'on aura déjà déterminé quel est le marché auquel on va répondre. Alors, on a parlé de l'interprofessionnalité, mais il faut parler maintenant entre cabinets, des rapprochements et des synergies entre différents cabinets d'avocats. Justement, comment voyez-vous la chose entre des cabinets généralistes d'un côté, des cabinets de niche? Comment peuvent s'opérer justement ces rapprochements entre différentes structures de cabinets d'avocats? Il y a des dizaines de scénarios ou de scénarios OS, puisque c'est aujourd'hui admis, de scénarios possibles. On peut concevoir des alliances qui sont des alliances complémentaires, c'est-à-dire par rapport, là encore, à des besoins qui ont été identifiés. Et à ce moment-là, on est sur une gamme qu'on complète. On peut concevoir de rapprocher des cabinets hautement spécialisés pour atteindre une taille critique. Il y a des dizaines et des dizaines d'hypothèses. Une fois encore, l'important, c'est d'être face à quelque chose qui a du sens et dont le sens apparaît immédiatement et clairement à ceux qui participent à ce rapprochement. Très bien. Alors, j'ai quelques questions justement sur la problématique de l'apport d'affaires. Justement, comment gérer le partage, alors à la fois le partage d'honoraires avec des non-avocats et gérer la question de l'apport d'affaires justement dans le cadre de rapprochement avec des structures hors cabinet d'avocats. Je ne pense pas qu'on va descendre à ce point dans le détail. On sait qu'aujourd'hui,
le partage d'honoraires avec des tiers est totalement interdit et que le partage d'honoraires entre avocats peut également poser un certain nombre de problèmes. Ce sont des aspects déontologiques qui doivent être examinés au cas par cas et en tenant compte évidemment des limites qui sont les limites de notre déontologie actuelle, mais c'est dans notre point numéro 10. Et j'ai une dernière question, alors qui est plus, on va dire, géographique. Pour un cabinet qui se trouve dans un bassin économique sinistré, quelle est la meilleure stratégie aujourd'hui? C'est déménager vers des bassins d'emploi, des bassins économiques en meilleure santé. Enfin, quelle peut être justement la stratégie pour ces cabinets-là qui se trouvent plus particulièrement dans des zones sinistrées? Alors, je me garderai bien de donner des règles à des confrères ou des conseils à des confrères qui connaissent beaucoup mieux que moi le contexte économique de leur implantation. Mais je crois que tout à l'heure, Alexis nous parlera du concept de longue traîne et que ce concept peut permettre à des cabinets de se maintenir dans des endroits sinistrés, entre guillemets, à condition de faire évoluer leur offre et surtout de faire évoluer le marché auquel ils s'adressent. Oui, et juste pour compléter, Thierry, également, il y a aujourd'hui, non, vous n'êtes pas obligé de déménager. Le marché, vous devez le percevoir de manière nationale. Et on le voit bien, cette crise-là vous a mis à marche forcée pour travailler à distance. Et réaliser une prestation à distance n'est pas impossible. Encore une fois, bien sûr, ça va dépendre de votre activité. Si vous faites que du divorce ou qu'une activité de proximité, ça sera compliqué. En revanche, si vous travaillez avec des acteurs de l'économie, vous pouvez tout à fait le faire d'un petit peu où vous voulez, tant que vous n'êtes pas très loin d'une ligne TGV. Voilà, juste en complément sur ça. Donc non, ne déménagez pas forcément. Il y a d'autres solutions. Parfait, merci. Eh bien, passons à la prochaine étape du webinaire.